voilà. Bon, alors bonjour à tous. Effectivement, j'avais fait une capsule vidéo, mais je trouvais que c'était plus sympa de le faire en direct, surtout que j'ai bien eu raison parce que ce qu'a dit Bruno dans sa capsule, je vais pouvoir justement faire des liens avec ce que je vais raconter. Donc, je suis Pierre Gégou, je suis responsable enfin, je suis maître de conférence à CY ILEBS et puis je suis chercheur associé au laboratoire EMA et au LISEC à l'Université de Lorraine. Et j'ai rajouté un petit adverbe dans mon titre, j'ai dit Rennes peut-elle nous aider à penser l'autorité éducative? J'ai plutôt rajouté peut-elle vraiment nous aider à penser l'autorité éducative? Parce que, et ça a été rappelé, Arendt est une figure majeure de la philosophie de l'éducation en France, mais c'est une figure majeure qui est, Philippe Forest l'a rappelé, essentiellement en fait une philosophe politique et qui a relativement peu écrit sur l'éducation, ce qui ne l'empêche pas d'être régulièrement cité en philosophie de l'éducation, notamment à propos de l'autorité. Et donc, de fait, eh bien, je dis bien de fait, il semble que Hannah Arendt soit une figure de référence pertinente pour penser l'autorité, mais, et comme Bruno vient de commencer un petit peu à le faire, je souhaiterais contester, ou en tout cas mettre en doute cette affirmation, en disant que finalement, les propos d'Arendt, notamment celui de la crise de la culture, qui sont régulièrement cités en philosophie de l'éducation sur la question de l'autorité, ne sont pas satisfaisants d'un point de vue philosophique. Ils ne répondent pas en fait à des canons argumentatifs et de cohérence, ce qui fait qu'il est très difficile de penser l'autorité avec Arendt, parce que finalement la pensée d'Arendt sur l'autorité éducative est loin d'être claire. Et je vais notamment montrer ça en revenant sur trois grands problèmes, dont l'un a commencé à être évoqué par Bruno. Le premier, c'est le problème du fondement de l'autorité éducative, qui est traité dans la crise la crise de l'éducation, oui, c'est ça. Le problème de l'incompatibilité entre l'autorité éducative et l'argumentation, c'est ça dont Bruno a parlé dans sa capsule. Et enfin, la contradiction interne du propos d'Arendt lorsque l'on met notamment en rapport le point 1 et le point 2. Alors, le problème du fondement de l'autorité, c'est celui qui est traité dans la crise de la culture, où Hannah Arendt s'interroge entre autres sur d'où vient cette crise de l'autorité, hein, de l'éducation, pardon, et elle a une hypothèse parmi d'autres sur laquelle, attendez, je vois des trucs, bon, sur laquelle Arendt se planche. Et donc, l'idée, c'est qu'il y a crise de l'éducation parce que ce sur quoi repose l'autorité éducative est attaqué, érodé, affaibli. Et donc, comme l'autorité éducative est affaiblie, l'éducation est aussi en crise. Mais qu'est-ce que ce fondement de l'autorité? Sur quoi l'autorité éducative repose-t-elle? Eh bien, ce n'est pas très clair, on va le voir tout de suite. Non. Excusez-moi, qu'est-ce qui se passe? Je recommence. Parce que comme je suis sur Zoom et l'autre chose en même temps… Mais oui, c'est pas simple. J'en profite pour demander effectivement à tous ceux qui veulent poser des questions d'intervenir dans la discussion et Voilà. en marge de l'intervention, et ce qui permettra de reprendre les questions et de discuter ensuite. Ah, ça y est, j'ai compris. OK, on y arrive. On y arrive. Excusez-moi, vraiment, parce que comme il y a les trucs de Zoom qui se mettent par-dessus, c'est pas facile d'accéder. Donc, la première réponse qu'elle donne à cette question sur qu'est-ce que le fondement de l'autorité qui se retrouverait érodé, c'est cette citation, on la trouve dans cette citation qui est régulièrement citée. Je l'affiche à l'écran, mais je la commente puisque je vais la lire. En fait, dans cette première réponse, finalement, c'est le savoir, la connaissance du monde et sa transmission qui serait le fondement de l'autorité. Donc, finalement, ce que dit Arendt, c'est que parce que les éducateurs sont mal formés, ils ne connaissent pas bien le monde, ils ne savent pas le transmettre non plus, et finalement, il y a peu de différence entre les enfants, les élèves et les adultes, les enfants. Et finalement, du coup, il n'y a pas trop de différence dans les savoirs, donc les jeunes générations se retrouvent livrées à elles-mêmes, puisque les adultes ne peuvent pas les guider.
Et donc, les éducateurs apparaissent comme superflus, et donc, du coup, leur autorité s'érode. Et donc, je résume ça dans une première proposition, qui est que, pour Arendt, d'où vient donc la crise de l'éducation? Elle vient d'une crise de l'autorité. D'où vient la crise de l'autorité? D'une érosion du fondement de l'autorité éducative du professeur ou de l'éducateur, qui est sa connaissance du monde et sa capacité à la transmettre. Mais elle produit plus tard une deuxième assertion relative au fondement de l'autorité, mais toujours dans la crise de l'éducation. Dans cet extrait qui est régulièrement cité et que Éric Préra a cité, par exemple, où là, l'autorité éducative ne repose plus sur les connaissances, mais sur la responsabilité de l'adulte vis-à-vis du monde. Vis-à-vis de l'enfant, c'est un peu comme s'il était le représentant de tous les adultes qui lui signaleraient des choses en lui disant « voici le monde ». Donc là, la deuxième réponse, c'est que l'autorité éducative repose sur cette responsabilité. Or, et ça c'est ce qu'on a vu, les adultes refusent cette autorité, cette responsabilité, et donc ils n'interviennent plus, ils n'accompagnent plus les enfants, et donc elles se retrouvent livrées à elles-mêmes, etc. Donc le fondement de l'autorité éducative, finalement, réside ici dans la responsabilité des éducateurs vis-à-vis du monde. Alors du coup, vous voyez venir, on pourrait demander à Arendt, donc du coup c'est quoi le fondement? Est-ce que le fondement de l'autorité éducative, c'est la connaissance du monde et la capacité de l'éducateur à la transmettre, cette connaissance? Ou bien est-ce que la responsabilité des éducateurs vis-à-vis du monde, c'est ça qui fonde leur autorité? Parce que ce n'est visiblement pas la même chose. Alors justement, on pourrait dire, bah, en fait, si, c'est peut-être la même chose, c'est l'hypothèse 2, ou bien on pourrait dire finalement il y a deux fondements. Alors examinons ces hypothèses. Est-ce qu'en fait il y aurait deux fondements, mais Arendt ne nous l'aurait pas dit? Eh bien non, apparemment, en tout cas pas de manière explicite. Arendt ne parle pas d'une pluralité de fondements de l'autorité éducative, elle semble plutôt qu'elle cherche le fondement de l'autorité éducative. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Oui, mais si c'est les mêmes, ah ben ça, c'est explicitement réfuté par Arendt elle-même, puisqu'elle le dit, la compétence du professeur consiste à connaître le monde et à pouvoir transmettre cette connaissance aux autres, mais son autorité se fonde sur ce rôle de responsable du monde. Donc dans cette citation, elle montre bien que l'un n'est pas égal à l'autre. Donc ce n'est pas la même chose, on ne peut pas avoir une interprétation concordataire. Pourtant, elle dit bien aussi, dans un autre passage, le professeur non autoritaire, comptant sur l'autorité que lui confère sa compétence, voudrait s'abstenir de toute méthode de coercition, ne peut plus exister. Donc, conclusion, quel est le fondement de l'autorité éducative? C'est vague, on ne sait pas. Deuxième problème, c'est le problème de la compatibilité entre l'autorité éducative et l'argumentation que Bruno a commencé à aborder dans sa présentation, et que l'on trouve dans ce passage qui est cité régulièrement. D'ailleurs, Bruno l'a cité en tout ou partie. Et ce passage est profondément insatisfaisant parce qu'il est constitué de trois sous-thèses, qui sont chacune contestables. La première, c'est la persuasion opère par un processus d'argumentation. La deuxième, c'est la persuasion présuppose l'égalité. Et la troisième, c'est l'autorité est incompatible avec la persuasion. Donc, vu que Arendt soutient ces trois thèses, en fait, il suffit de montrer qu'une seule étant contestable, l'ensemble peut s'effondrer. Mais vous allez voir qu'à mon sens, les trois sont contestables. La première, c'est donc la persuasion opère par un processus d'argumentation. C'est bien évidemment faux. C'est faux parce que la persuasion n'est pas un processus qui opère par de l'argumentation. Ou plus exactement, la persuasion peut recourir à d'autres moyens que la persuasion. En fait, ici, Arendt confond persuader et convaincre. Et ça n'est pas un problème de traduction, puisque c'est bien ce mot qu'elle utilise dans la version originale. Et c'est, soit dit en passant, un peu étonnant de la part d'Arendt, qui n'a de cesse de dire qu'elle veut respecter les distinctions conceptuelles. Et bien là, on a une belle confusion entre persuasion, parce qu'on peut persuader avec de la manipulation, du chantage, du mensonge. Et donc non, la persuasion ne procède pas par un processus d'argumentation. Alors peut-être elle s'est trompée, bon, c'est pas grave, on va faire une lecture généreuse, on va dire non, mais Arendt, elle veut dire, bon,
En fait, ce qui est important, c'est de dire que l'autorité exclut les processus d'argumentation, ce n'est pas la persuasion. Ah bon? Alors voyons ça. La persuasion, entendue dans un sens large cette fois, présuppose l'égalité. Alors, encore une fois, même en admettant que Harari veut dire ici non pas persuasion, mais convaincre, cela reste très contestable. Parce que ce que l'argumentation présuppose, ce n'est pas l'égalité. Ou plus exactement, ce n'est pas l'égalité actuelle, mais l'égalité potentielle. D'ailleurs, il y a une belle faute sur mon diapo, excusez-moi. Quand je m'adresse à la raison d'un enfant, d'un élève, ce n'est pas pour autant que je le tiens pour mon égal ipso facto. Je le tiens pour mon égal au moment où je m'adresse à lui, mais je ne le tiens pas en égal en général. Et c'est nécessaire pour faire advenir cette égalité. Et donc, du coup, il n'y a pas de présupposition d'égalité réelle. Et en fait, on présuppose toujours l'égalité à partir du moment où on s'adresse avec raison à quelqu'un dont on espère qu'il nous comprend. Donc, finalement, il n'y a pas d'incompatibilité entre faire preuve d'autorité, par exemple en sanctionnant, et expliquer, argumenter le pourquoi de la sanction. Et c'est ce que disait déjà Bruno tout à l'heure. Et enfin, troisième sous-thèse, l'autorité est incompatible avec la persuasion. Alors ça peut être vrai si on entend persuasion dans un sens non argumentatif, parce qu'effectivement, quelqu'un qui userait de la manipulation, du mensonge, etc., on aurait du mal à dire qu'il fait preuve d'autorité. Mais si c'est ce sens-là de persuasion qu'il faut retenir, alors on ne comprend pas les deux points précédents, qui étaient axés avec la raison. En revanche, si on fait une lecture généreuse et qu'on comprend persuasion en lien avec l'argumentation, alors pareil, on peut facilement, et c'est un point sur lequel Bruno, et qui est lié au précédent, avait insisté, on peut contester facilement. En prenant trois contre-exemples rapidement, alors on peut imaginer un professeur qui présente quelque chose, un savoir, un élément de savoir, donc je ne sais pas moi, la Terre est ronde, comment les Grecs, que les Grecs savaient déjà que la Terre est ronde, ils passent à la suite, et puis ses étudiants ou ses élèves veulent en savoir plus. Ah, mais monsieur, comment c'est possible que les Grecs savaient déjà que la Terre était ronde, ils ne pouvaient pas prendre une fusée, aller dans l'espace, etc. Et du coup, le professeur, il est questionné, et il va être bien obligé de répondre en s'appuyant sur ses connaissances d'Ératosthène, la démonstration d'Ératosthène. Et du coup, les élèves vont dire « Ah oui, d'accord, ok, on comprend bien, merci ». Et du coup, le professeur, il apparaît comme vraiment digne de faire autorité parce qu'il a démontré une vraie maîtrise du savoir. Bon. Donc là, son autorité est renforcée alors qu'il a, entre guillemets, persuadé, je devrais plutôt dire argumenté avec ses élèves. Deuxième exemple, alors parce qu'on pourrait dire ici, la contre-argument, ce serait de dire oui, mais le professeur, il est dans une relation hiérarchique avec ses élèves. Alors, outre que ça donnerait un autre fondement de l'autorité, ce serait l'autorité hiérarchique, et puis du coup, voilà, ça rajoute un troisième fondement, on pourrait se dire, oui, qu'est-ce qui fonde quoi? C'est l'autorité qui fonde la relation hiérarchique ou l'inverse? Mais c'est pas, on peut prendre un autre exemple qui échappe à ce cas-là. Par exemple, le cas du médecin qui explique au patient de quelle maladie il est atteint et comment il va falloir la traiter, en quoi ses médicaments, ses cures vont agir sur sa maladie, etc. Et le patient, entendant cela, se dit, pareil, le médecin, il a l'air de maîtriser son objet, il a l'air de savoir de quoi il parle. Du coup, je lui fais confiance et je vais suivre scrupuleusement ce qu'il me demande de faire. Et donc, il se soumet d'une certaine manière à l'autorité du médecin sur l'aspect médical. Et donc là, pareil, c'est bien la maîtrise du savoir du médecin qui assoit son autorité. Et là, le médecin n'est pas le supérieur hiérarchique, il n'est pas dans une relation hiérarchique avec son patient. Et puis, si ça ne nous convient toujours pas, on peut prendre l'exemple de deux amis, l'une qui en sait plus que l'autre sur un domaine, alors par exemple sur la pâtisserie. Alors on peut imaginer, je ne sais pas moi, Pauline et Sophie. Pauline, c'est une pâtissière, mais amateur, qui aime beaucoup faire de la pâtisserie. Sophie, elle n'y connaît pas grand-chose, mais elle aime beaucoup ça, regarder. Elle aime bien la pâtisserie. Et donc, elle vient souvent prendre des conseils auprès de son amie, qui n'est pas une professionnelle, et elle suit ses conseils, elle lui fait confiance. Et là, du coup, même quand Pauline lui dit « écoute, moi, je ne sais pas faire, va plutôt consulter un professionnel », elle le fait. Et donc là, on n'a pas de relation hiérarchique du tout, puisqu'on est sur un même plan, ce sont deux amis. Et donc, on n'a pas
pas cette relation hiérarchique, et pourtant on a une forme d'autorité puisque Sophie écoute ce que son amie Pauline, qui en sait plus qu'elle sur la pâtisserie, lui recommande. Donc la troisième sous-thèse, selon laquelle l'autorité est incompatible avec la persuasion, n'est absolument pas convaincante. Et puis j'en viens troisièmement à ce qui me semble être une contradiction interne du propos d'Arendt, et pour moi c'est vraiment rédhibitoire d'un point de vue philosophique, c'est que c'est une contradiction qui se retrouve lorsqu'on met en lien, ce qui est souvent fait d'ailleurs, Bruno l'a fait dans sa présentation, la question de l'autorité telle qu'elle est pensée dans Qu'est-ce que l'autorité et la question de l'autorité telle qu'elle apparaît dans la crise de l'éducation. Pour moi, là, il y a une contradiction majeure. Supposons et admettons avec Arendt que l'autorité éducative repose sur la connaissance du monde et la capacité à la transmettre. Ça, c'est ce qu'on trouve dans la crise de l'éducation. Et puis, admettons, comme dans Qu'est-ce que l'autorité est incompatible avec la persuasion, qui présuppose l'égalité. Si on admet donc que l'autorité éducative repose sur la capacité à transmettre le monde et à connaître, alors l'éducateur doit présenter, expliquer le monde, et pour cela, il va devoir user, entre autres, de la raison, de l'argumentation. Mais alors, s'il fait ça, on doit dire que l'autorité est non seulement compatible avec la persuasion, ici entendue comme argumentation, et même la présuppose. Finalement, c'est ce que venait de dire Bruno. Donc, faire bien son métier d'éducation suppose de bien connaître le monde, de le présenter, mais ce faisant, on devrait renoncer à l'autorité, laquelle est présupposée par la connaissance, donc on ne comprend plus rien. Et si on va dans le sens, c'est pareil, évidemment. Si l'autorité est incompatible avec la persuasion, alors l'éducateur doit présenter le monde, puisque c'est sa mission, c'est sa responsabilité, sans user, entre autres, de la raison, de l'argumentation. Et en conséquence, s'il fait ça, eh bien, on va dire qu'il informe, qu'il parle, qu'il affirme, qu'il asserte, voire qu'il dresse ou qu'il formate, mais on ne peut pas dire qu'il éduque. D'accord ? Et donc, du coup, on se retrouve avec une autre contradiction, hein, que je résume ici, ou bien l'autorité éducative se fonde sur le savoir et la capacité à transmettre de l'éducateur. Il fait alors la démonstration de son savoir et de ses compétences en usant de la raison, mais cela contredit l'idée selon laquelle l'autorité est incompatible avec la persuasion. Ou bien l'autorité éducative est incompatible avec l'argumentation et l'éducateur ne peut réaliser sa mission qu'en bannissant tout discours argumentatif, démonstratif, cherchant à convaincre les plus jeunes. Mais il serait alors étrange de dire qu'un tel éducateur éduque. Ce faisant, on contredirait alors l'idée selon laquelle c'est la connaissance et la transmission qui fondent l'autorité de l'éducateur. Donc là, pareil, hein, à mon sens, une absence de clarté totale du propos d'Arendt pris dans son ensemble. Donc, à mon sens, ce que dit Arendt est loin d'être clair à propos de l'autorité, en raison de ces trois grands arguments, ces trois grandes difficultés, et peut-être aussi, d'ailleurs, Odo y faisait référence, d'autres sous-questions. Et donc, quand on analyse un petit peu, quand on questionne finalement ce que dit Arendt, eh bien, on se rend compte que c'est très difficile de savoir ce que dit Arendt vraiment sur l'autorité. Lorsqu'on veut dire, on veut vraiment avoir une idée claire de ce qu'elle dit sur l'autorité en éducation, on ne peut tomber que sur des choses problématiques, voire contradictoires. Et donc, ce qui me semble problématique, c'est que se réclamer d'Arendt pour penser l'autorité en éducation, c'est se risquer à prendre soit une partie, mais pas le tout, de la pensée d'Arendt, soit à prendre le tout et donc d'incorporer des contradictions importantes. Et donc, d'un point de vue strictement philosophique, il me semble qu'on a de bonnes raisons de penser que Arendt, sur la question de l'autorité en éducation, n'est pas une référence franchement, philosophiquement satisfaisante. Parce que, comme je le disais en introduction, à mon sens, un philosophe, c'est peut-être une question, une orientation personnelle, mais un philosophe pour moi, c'est quelqu'un qui développe un propos argumentatif et convaincant, et non quelqu'un qui donne des assertions gratuites et parfois contradictoires, desquelles on pourrait s'inspirer, parce qu'encore une fois, qu'est-ce que veut dire cette personne si ce qu'elle dit est contradictoire? Voilà, je m'arrête là et je vous remercie.